صح شربتكم مرحبا. Merci à TBS pour l'initiative et pour l'invitation. يلا جيهات صح شريبتك. C'est une excellente initiative ce cycle d'intervention même si صعيب شوية الوقت بعد شق الفترة mais c'est excellent au moins نسمع حاجات qui sont différents ce qu'on voit dans les télés etc. C'est important. Le sujet est très important خاطر on va lier un peu ce qu'on a l'habitude de voir dans les cours, les data ou le big data. اللي مسا نقراها d'ailleurs أنا قريتها il y a 2 ans في ITBS وإن شاء الله نعاودوها l'expérience بالl'actualité اللي هي الكوفيد. Et donc sujet اليوم il est particulièrement important. أنا كان عملت لي ولا عملت لي قالوا لي راك باش تحكي على l'application de la big data dans l'estimation des pandémies ou l'épidémiologie. J'ai dit que c'est pas un bon use case. معناها ديما البيج داتا elle était liée le secteur bancaire, les télécoms, etc. Ou le secteur de santé, c'était pas un secteur prioritaire, il y avait pas beaucoup de use case. اليوم c'est devenu d'actualité وهذا يشوف باش نحكيو بعد شويه مع بعضنا. Bon, ça sera léger, court ou j'espère simple. اللي باش نحكيوه اليوم et surtout ان شاء الله يكون bénéfique les étudiants والناس الكل اللي يسمعوا فينا في الوقت هذا. C'est toujours dans la continuité. أنا تفرجت في les présentations نتاع les collègues البارح والأيامات اللي تعداو. C'est toujours la même chose. C'est la relation entre la technologie, ce qu'elle peut apporter, et puis cette pandémie du Covid. Bon, مانيش نحكيو برشا على تونس اليوم, mais باش نحكيو peut-être على un exemple de pays اللي نجموا منه نعرفوا برشا حاجات نجموا نستعملوها pour le cas tunisien. Bon, je pense نبداو بعد 30 secondes هكاكا. On est déjà 13, c'est pas mal. Bon, أنا كي قالت لي مدام عبير ريجا بريزونتي لو سوجي قعدنا نخمموا مع بعضنا ديريكتومون خممنا في الريلاسيون بين الداتا والكوفيد. Et je pense que le thème اليوم il est plus que d'actualité ou redoit surtout بعد le confinement. Il y aura plein de choses à faire en relation avec la data. Plein de choses à faire. Les use cases اللي باش يخرجوا en relation avec la data sont énormes. Et puis اليوم la solution est clairement entre les mains des ingénieurs en data science, مع les médecins, les biologistes, etc. Mais surtout ces ingénieurs-là qui ont cette maîtrise-là. Donc aujourd'hui, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler de la data, la donnée. La donnée au sens large, مش كان البيج داتا حتى la donnée au sens classique, les statistiques, les indicateurs, اليوم sont très utiles في la compréhension de cette pandémie du Covid. D'autant plus qu'aujourd'hui, en l'absence d'un remède efficace contre le Covid, les scientifiques se sont retournés très rapidement vers d'autres solutions alternatives. Il s'agit d'une situation très inédite. Pour lutter contre cette pandémie, on n'est pas dans une lutte classique médico-médicale, mais plutôt dans une lutte atypique et inédite. Fèche inédite tout d'abord parce que la lutte elle est centrée autour du citoyen, le citoyen au cœur de la lutte. Donc c'est un citoyen qu'on veut qu'il soit discipliné, c'est un citoyen qui doit être engagé, il doit respecter les règles de confinement, il doit aussi être un minimum de conscience, il doit avoir un minimum de civisme. Donc c'est un citoyen qui est devenu une pièce majeure du dispositif de lutte contre le Covid. Et c'est pas quelque chose de très naturel de retrouver un membre aussi imprévisible qui est le citoyen dans un dispositif de lutte contre une pandémie. Avec Alech aujourd'hui, dès qu'on parle de pandémie, il y a de nouveaux termes qui se sont invités dans le domaine de la santé. اليوم في السانتي حكينا على البيج داتا, حكينا على l'intelligence artificielle, حكيو برشا و je pense c'est le sujet qui sera le plus important في الأيامات الجايين, les systèmes d'information géographique, tout ce qui est représentation على les cartes. رينا اليوم les rapports كلهم اللي ما فيهمش des cartes, c'est pas des rapports
qui ont été très utilisées par le citoyen, par les experts. Les cartes sont omniprésentes dans tous les rapports. Le social management, et puis des indicateurs, نحكيو على الcourbe, على الgaussienne, على les indicateurs de tendance, على les progressions, على les prévisions, etc. Donc c'est des nouveaux termes, même si on aujourd'hui on fait santé dans le domaine de la biostatistique, mais ils sont en force. Avec le sujet qu'on a choisi, c'est quand la lutte se joue dans l'arène de la data au sens large, avec ses exploitations, ses cas d'usage, etc. Et puis, l'UM a donné la spécificité de cette donnée, c'est pas une donnée publique créée par le gouvernement. C'est une donnée aussi créée par le citoyen. Le citoyen, il est au cœur de la lutte contre la pandémie. Donc, le citoyen est devenu producteur de données. Donc, il fallait exploiter ces données pour pouvoir mettre en place une politique efficace de lutte contre la pandémie. Et on y toute la complexité. Justement, pour mieux comprendre l'enjeu, Habit Narja à l'exemple de la Chine en s'inspirant fortement d'un article qui vient de paraître il y a une quinzaine de jours, je vais le partager sur l'événement, qui revient sur l'utilisation de la big data dans la lutte contre la pandémie en Chine. Et l'article est très important car il montre que la big data c'était pas un complément de la stratégie de lutte contre la pandémie, mais elle était au cœur de la stratégie de lutte. وعلاش معناها علاش le choix a été fait sur la Chine. Déjà ils ont assez de recul par rapport à la pandémie. Ils ont commencé قبلنا à réfléchir au déconfinement اللي هو زاد فيه des enjeux des challenges très importants en matière de gestion de données. نرجع على le cas chinois et je vais proposer un peu les solutions qui ont été mises pour lutter contre la pandémie et qui ont fait appel à la data et à la big data. Nous un petit rappel, Chine c'est un pays continent, il est immense, 1,4 milliard d'habitants avec une superficie de 9,600 millions de kilomètres carrés, environ 4 fois l'Algérie, donc c'est un pays immense. 1,5 milliard de citoyens, imaginez le nombre d'enregistrements par seconde et par jour. C'est énorme. La quantité de données qu'il faut extraire, utiliser pour pouvoir modéliser est tout simplement énorme. D'un autre côté, le Covid الناس كلنا نعرفوه وإن شاء الله ما نعرفوش من قريب، نقعدوا نعرفوه من بعيد لبعيد. C'est un virus à forte infectivité, une longue période d'incubation, assez difficile à dépister, surtout fait le début de la contamination. Donc, c'est pas un sujet classique. C'est pas des études épidémiologiques classiques, c'est une situation assez inédite. Pour la Chine, je pense qu'il a été déjà préparé à ce genre de situation de par le pari important qu'ils ont fait sur la technologie avec ces extensions. Alors, les challenges qu'il faut soulever. Les challenges et les Chine Wakta, qui était la première d'ailleurs à être touchée, sur laquelle il fallait se pencher. Il fallait identifier la transmission spatiale de la pandémie, comprendre qui fait elle se transmet cette pandémie, la prévention et le contrôle spatial de la pandémie. Donc il fallait minimiser ou réduire le nombre de cas. C'était ça le challenge au début, réduire le nombre de cas pour ne pas saturer les hôpitaux. Et c'était le même challenge et malheureusement l'Italie n'a pas réussi à le surmonter, en tout cas malheureusement. L'allocation spatiale des ressources, imaginez ce territoire aussi vaste qu'un continent sur lequel il fallait approvisionner tous les citoyens en vivres et aussi approvisionner les hôpitaux en matériel, etc. Où on chauffe qui fait cette data, elle a permis de résoudre cette problématique. Et puis, c'est un truc très important, surtout pour la Chine, c'est mesurer le sentiment populaire, comprendre un peu comment le citoyen est en train de réagir face à la pandémie. Et elle a mis en place des systèmes très efficaces pour pouvoir mesurer le sentiment ou le e-sentiment des citoyens. Donc, les challenges, la réponse, était
simple et compliqué à la fois. La réponse, elle est simple parce que ça se résume en un seul mot, la technologie. Et je pense, la Chine avait tout ce qu'il faut pour pouvoir attaquer cette problématique et résoudre cette problématique et attaquer ces défis. Et d'un autre côté, compliqué parce que là, on fait appel à des choses comme qui sont pas très matures dans certains cas, qui mal le mobile, la big data appliquée à la santé, l'intelligence artificielle, la data visualisation sur les cartes. Et surtout, ce qui est inédit, c'est que les sources d'information, c'est pas comme les entreprises qui ont déjà des systèmes d'information établis. Il faut juste pomper la donnée de leur système existant pour pouvoir l'exploiter par la suite. Le citoyen n'est pas nativement producteur d'informations, donc il fallait faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir répondre aux différents challenges, et la réponse est venue en 10 points. Enfin, 10 points ou peut-être 10 solutions qui ont été mises en place pour pouvoir répondre à ces défis. 1. La construction d'un système d'information big data épidémiologique, le socle de données. Quand on parlait, il y a quelques mois dans les séminaires, on parlait d'un data driven information system. Eh ben, la Chine s'est dotée d'un système d'information à grande échelle qui interconnecte l'ensemble des structures sanitaires du pays et qui permet de rassembler toutes les sources d'information. En architecture lambda ou autre, mais l'essentiel c'est que il permettait de rassembler l'ensemble des sources d'information, souvent hétérogènes, qui incluent les sources d'information, les vidéos, l'audio, l'image, le texte, etc. Et aussi, le challenge était de construire un système de visualisation en ligne et en temps réel, qui permettait de faire du requêtage sur les cartes. Le citoyen n'est pas amené à aller chercher ou à installer des applications pour pouvoir comprendre, pour pouvoir être informé sur la situation de la pandémie ou sur la propagation du virus. Et à partir de là, ce système d'information était connecté, était disponible, était capable d'exploiter un ensemble de sources d'informations très hétérogènes et bien entendu, directement, la Chine a opté vers les nouvelles technologies en cloud pour pouvoir résister à la masse de données importantes et aussi à la demande des utilisateurs. Donc, on retrouve le décor complet d'un système d'information data hyper puissant et hyper prêt pour pouvoir faire de l'analytique. Le deuxième point était de mettre en place des outils d'acquisition et d'intégration rapide de la data. Le système, il permet d'exploiter les données, mais il fallait très rapidement récupérer l'information parce que c'est une situation de guerre et le temps est très précieux et pour ça, il fallait avoir une capacité de récupérer le maximum d'informations en un temps quasi réel. Et là, quand on parle de données, les données qu'il fallait récupérer, les données sur les indicateurs de santé des citoyens, toutes les mesures qu'on prend, la température, le pouls, etc., toutes ces informations, sur le personnel soignant, les données de géolocalisation, les trajectoires spatio-temporelles des patients, les données des compagnies aériennes, bien sûr, il y avait un trafic aérien important, les données des enquêtes, les données scolaires, l'éducation, les images de télédétection, la circulation, le trafic, etc. Donc, toutes ces informations ont été récupérées en temps réel, en flux quasi continu. Donc, imaginez un système qui centralise toutes ces données dans un seul socle et aussi, il fallait standardiser, il fallait traiter, il fallait nettoyer, etc. Il fallait surtout alimenter des usages. Alors, les principaux usages et le citoyen la visualisation de l'information et ceci peu importe le canal. Et ça, c'est le troisième grand projet, c'est de proposer et vulgariser plusieurs types de présentations sur les cartes. Le citoyen il pouvait consulter et savoir
la propagation du virus directement via les réseaux sociaux, via l'affichage urbain, via tous les supports disponibles pour pouvoir véhiculer de l'information. Et Huni, c'est un point très important, c'est ce qu'a vu le citoyen chinois chez lui. C'est l'ensemble des cartes sur lesquelles on trouvait toutes les informations centralisées dans un seul système. Et là, depuis le 1er février 2020, ils ont lancé ce qu'on appelle Epidemic Map Story. Et ça a été véhiculé sur WeChat, qui est un outil qui n'est pas dédié pour l'information ni pour la visualisation, mais le fait de pouvoir fournir des maps sur WeChat a permis à un grand nombre de citoyens de connaître exactement la situation en temps réel. Le 4e point, c'est la reconstitution de la chaîne de transmission à travers le recoupement de milliards de données en provenance des patients. معناها منين مشى المرض لشكون عداه مع شكون قعد le voisinage نتاع le patient, les rencontres نتاعو, les échanges نتاعو, etc. Surtout au début, قبل le confinement. Il fallait retracer la chaîne de transmission du virus. Il y a eu un déploiement énorme de quête d'informations pour pouvoir faire ce traçage de données, ce qu'on appelle un data linéage, permettant de traquer tous les mouvements du patient et tous les échanges qu'a eu le patient avant d'être reconnu, identifié comme patient. Et c'est ça la complexité de l'exercice si on revient sur la densité de la population en Chine. Alors, à partir de là, ils ont calculé un pourcentage d'exposition des patients au coronavirus. Donc, pour chaque patient, il disposait d'un pourcentage de risque d'infection, un risque de contamination. Et à partir de là, ils ont réussi à détecter automatiquement la progression de la propagation par région et entre les régions. Et là, comme vous voyez, on passe à un autre niveau d'intelligence, puisque là, on commence à analyser les données collectées. L'analyse de données, ça veut dire qu'on commence à faire des prévisions sur la base des données collectées, et donc on monte d'un cran au niveau de l'intelligence associée aux données. Alors, le 5e point, c'est l'implémentation à grande échelle d'un modèle de prévision. Prévision de 2 critères essentiels pour la compréhension de la pandémie. 1, l'amplitude. 2, la vitesse. C'est un point important. L'aplatissement de la courbe, etc. Qui fait la Chine, elle a pu construire un modèle de prévision. Pour construire un modèle de prévision, il fallait avoir une batterie très importante d'indicateurs. C'est très compliqué de faire des prévisions exactes parce qu'on n'a pas les données. Parce qu'on n'a pas la méthode aussi. Le modèle chinois, CEIRDC model, qui est disponible aujourd'hui, a permis de faire des prévisions très exactes. Et à partir de là, ces prévisions ont été utilisées pour mettre en place des stratégies de confinement, de déconfinement, etc. Donc la modélisation de l'amplitude et de la vitesse n'est pas une affaire simple, surtout quand on veut le faire par région, quand on veut le faire par canton, et quand on veut le faire par agrégation au niveau national en tenant compte des flux migratoires. Donc, ils ont mis en place un méga modèle qui consomme une masse énorme de données et qui fait appel à une puissance très importante en matière de calcul. Le 6e point, c'est une approche risque. C'est-à-dire que, une fois maîtrisée la pandémie, il fallait aider les décideurs et prendre les bonnes décisions au bon moment. Et surtout orienter et contrôler les décisions pour pouvoir être efficace et ne pas faire de gaspillage de ressources. Et à partir de là, il fallait calculer un indicateur de risque de transmission par individu. Imaginez, on a 1,5 milliard d'individus. Pour chaque individu, on a un coefficient de risque de transmission ou de contagion. Et à partir de là, cet indicateur était mis à jour avec une fréquence quotidienne, selon les nouvelles données, les nouvelles informations qui alimentent au fur et à mesure le système. Si je reviens en arrière, dans le secteur bancaire, on calculait ce qu'on appelait la probabilité de défaut,
Et on le faisait mensuellement pour tous les clients. C'était un exercice assez compliqué à faire. Imaginez, dans un contexte de pandémie, dans un pays qui compte 1,5 milliard d'individus, on arrive à calculer une probabilité de contagion qui est exacte et qui permet, à partir de ça, d'établir de prendre des décisions très importantes et très efficaces. Ou quelle est la politique de confinement, qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le champ de mouvement des différents patients, etc. Donc, à partir de ce coefficient, l'autorité publique a réussi à tracer et à donner des droits à ses citoyens. Et je pense qu'il continue à utiliser ce coefficient aujourd'hui pendant cette phase de déconfinement. Le 7e point, qui est très important, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est en train de parler d'une problématique sanitaire avant tout, c'est qu'il fallait optimiser l'effort d'offre et de demande de ressources médicales sur la base d'informations, la densité de la population, la propagation du virus, les demandes online d'ailleurs des personnels soignants, la proximité, la disponibilité, etc. Parce que à chaque moment, il fallait que les hôpitaux soient équipés par les matériaux nécessaires, les produits nécessaires, et aussi il fallait que le personnel soignant soit disponible pour pouvoir traiter rapidement les différents patients. Et là, ça a soulevé un problème à résoudre qui est très important. Comment dispatcher les ressources sanitaires pour pouvoir lutter efficacement contre la pandémie. اليوم نشوفوا في تونس par exemple, نعملوا في برشا وحدات نتاع lutte contre le Covid sans des fois ما نراوش حتى relation بين le nombre de cas في الgouvernorat هذيك et l'unité de Covid, voilà le circuit Covid qui a été mis en place, etc. Donc ça, quand on n'a pas beaucoup de ressources, cet exercice d'optimisation est particulièrement très important, et à partir de là, la Chine a réussi à déployer un dispositif énorme basé sur la data pour pouvoir optimiser l'exploitation des ressources médicales. Ceci nous renvoie vers le 8e point, et un point économique. C'est une crise multidimensionnelle, sanitaire, mais aussi économique et sociale. Et on y a des citoyens qui sont confinés, et ces citoyens ne doivent pas manquer de vivre. Comment faire pour les maintenir chez eux? C'est pas vrai. Mais Z عطاهم de quoi vivre. Mais ما توش في دارهم الناس يستناو. Donc du coup, la problématique auquel le gouvernement chinois a fait face, c'est comment superviser le circuit d'approvisionnement en vivres et en matériel et minimiser le risque de contamination. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que la contamination par l'approvisionnement est très importante. Donc en même temps, il faut approvisionner les villes, les régions, les cités, les quartiers, etc. Et aussi minimiser et réduire et stopper la contamination. On y دخلوا de nouvelles sources d'informations qui les données pandémiques par région, les informations de consommation en ligne, parce que tout se faisait en ligne, كل شيء يتعمل en ligne. Donc, les informations étaient disponibles sur la trace digitale des individus qui étaient récupérées par le système d'information mis en place que j'ai détaillé au début, les données des services postaux, pour bien quadriller la population et savoir exactement où livrer et quand, etc. Les prix des biens de première nécessité, c'est très important aussi. Si on parle d'offres et de demandes, il fallait réguler par les prix et surtout surveiller de près l'évolution des prix qui témoigne aussi de la rareté du bien ou de l'abondance d'ailleurs. Les sociétés de logistique, il fallait récupérer toutes les informations des sociétés de logistique et les combiner entre elles, et aussi la géolocalisation facilitée par l'IoT, l'Internet of Things, qui a embarqué sur tous les outils, tous les engins de livraison. Donc tout ça a permis de bâtir ce qu'ils ont appelé indice national de risque de distribution. C'est-à-dire que cet indice a permis aux Chinois de savoir l'efficacité de leur politique d'approvisionnement et son impact sur la pandémie et sur la propagation. Et c'est ça toute la complexité de l'exercice, parce que là, on est en train de lier deux types de problématiques. Une problématique sanitaire avec une problématique sociale et économique. Le lien ne peut se faire qu'avec la data, qu'avec les données.
Et les Chinois l'ont compris dès le début et ils ont réussi à utiliser la data pour pouvoir résoudre cette problématique. L'avant-dernier point, c'est l'estimation rapide et dynamique de la mobilité de la population et sa distribution spatiale. Bien sûr, les Chinois ont vite compris qu'il fallait très rapidement penser le déconfinement parce que l'économie chinoise ne pouvait pas tolérer un arrêt qui pouvait durer des mois et donc le déconfinement passait nécessairement par l'estimation rapide et dynamique. Parce que je pense que les Chinois déjà connaissaient avant ou avaient une maîtrise sur la mobilité de leur population. Mais il fallait le faire d'une manière rapide et dynamique en se basant sur les informations mobiles et aussi en tenant compte des flux migratoires entre les différentes régions. Et là, cette mobilité a permis les données et cette estimation de mobilité a permis une traçabilité parfaite des mouvements de la population. Je ne vais pas apporter un jugement moral par rapport à ces pratiques pour l'instant. Je suis en train d'expliquer juste les outils et les solutions qui ont été mises en place pour soulever ou pour relever des challenges. Le dernier point, et c'est un point essentiel pour la stabilité du gouvernement chinois, c'est la mesure du sentiment de la population, ce qu'on appelle le social sentiment. À travers quoi? À travers l'exploitation des données des réseaux sociaux. Bien entendu, les réseaux sociaux disponibles en Chine. Et là, il fallait mesurer la confiance au gouvernement, la situation, l'incertitude, la panique, l'opinion publique, etc. Et sur ça, je pense que les Chinois étaient déjà des champions du monde en la matière et à l'occasion du Covid, ils ont renforcé encore plus ces dispositifs de tracking. Et ce 10e point est un point très très important parce que ça rime avec flicage et avec monitoring en continu du mouvement de l'ensemble de la population, un contrôle total de leur opinion, tout ça pour pouvoir lutter contre le Covid-19. Et donc là, si on s'arrête à ces 10 mesures, on dit que grâce à cela, la Chine a réussi à lutter efficacement contre la pandémie. Mais tous ces éléments-là nous renvoient vers la série de Netflix Black Mirror ou Big Brother, où là, le citoyen, il est fliqué, le citoyen, il est analysé grâce à l'intelligence artificielle, on collecte les données personnelles sans demander son avis, et aussi on calcule son sentiment et on anticipe son comportement à l'avance. Donc, au-delà de tout ça, la Chine aujourd'hui, grâce à la donnée, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la big data, grâce à la maturité technologique du gouvernement et des citoyens, elle a réussi à lutter efficacement contre le Covid-19. Entre-temps, de l'autre côté, il y a les pays européens qui sont aussi en train de réfléchir sur l'efficacité de l'utilisation des données personnelles pour pouvoir résoudre la problématique de déconfinement, mais il faut tout de même tenir compte de la protection des données personnelles, la fameuse loi 108 ou alors l'RGPD, et c'est un débat qui est important et il faudra trancher très rapidement parce que si on veut réussir le déconfinement, il faut avoir beaucoup d'informations sur l'individu. Après, où mettre le curseur et où s'arrêter, et où s'arrête l'intérêt commun et où commence l'intérêt de l'individu, ça c'est une grande question auquel les pouvoirs publics doivent apporter des réponses. Alors la Tunisie dans tout ça, juste pour clôturer sur notre tunisienne, la Tunisie, on a vu aujourd'hui que il y a un élan d'innovation et d'inventivité très important en Tunisie qui exploite ces nouvelles technologies. Sauf que c'est en désordonné, c'est une innovation désordonnée, chacun le fait à sa manière, avec ses moyens, et les objectifs sont très réduits. Contrairement au modèle chinois où tu as une stratégie d'État, de lutte, basée sur la data, avec des gros moyens. Et là, pour pouvoir capitaliser sur les différentes initiatives, il faut avoir une stratégie de déconfinement data-oriented. Et à partir de là, il faut réfléchir à impliquer
les data scientists, les statisticiens, ceux qui travaillent dans la data, ceux qui connaissent la data, ceux qui savent parler les données, au processus de déconfinement et aussi au processus de relance économique. À titre d'anecdote, quand on a commencé le confinement il y a un mois, le gouvernement tunisien, dans ses services publics, il a réduit l'activité de l'Institut national de la statistique, qui est le principal fournisseur de données dans le pays. Il a arrêté toutes les activités des organismes qui travaillent sur l'analyse de données publiques. Et c'est contraire à tout ce qu'ils ont fait, tout ce que les autres pays ont fait pour pouvoir lutter contre contre le Covid avec la data. Donc, je pense que au terme de cette présentation, ce qu'il faut retenir, c'est que les données, c'est une nécessité pour lutter contre l'épidémie. C'est une nécessité pour pouvoir sortir de cette situation difficile sur le plan économique et social, mais il faut le faire avec l'appui du gouvernement et avec une stratégie claire en mettant les moyens qui vont avec. Alors, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que j'étais pas lent. Et s'il y a des questions ou des interrogations maintenant ou après, n'hésitez pas à me contacter. Alors, j'imagine qu'il y a quelques étudiants qui sont là, qui sont en train d'écouter, et que j'ai enseigné à ITBS. Sinon, bon, je reviendrai vous voir à l'école très très bientôt. Voilà. Donc moi je suis Mohamed Bessa, je suis ingénieur statisticien et économiste. Je suis président de l'association des ingénieurs statisticiens et je suis toujours disponible pour discuter de ces sujets. Je pense que le cas tunisien mérite une conférence à part et j'espère qu'il y aura une occasion pour pouvoir discuter de cela dans un futur proche avec vous. Il y a une question de